La première règle est de ne pas paniquer, dit le guide. Il donne à Michael une combinaison épaisse, même s'il fait très chaud ici. Tu ne pourras pas t'en passer, ajoute-t-il. Michael enfile la tenue et a la chair de poule sur tout le corps. Pourquoi ai-je si froid maintenant ? Le guide explique que c'est un tissu rafraîchissant unique. Il sauvera Michael d'un éventuel coup de chaud à l'intérieur de la grotte. Le guide lui donne aussi une bouteille d'oxygène et un masque. « On va plonger ?» demande Michael. « Non, mais tes poumons risquent de se remplir d'eau si tu ne l'utilises pas. » Les genoux de Michael tremblent de peur. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée après tout. « Bienvenue dans l'une des grottes les plus dangereuses de la planète, dit le guide en entrant dans l'anfractuosité au pied d'une montagne. Cet endroit s'appelle la grotte des cristaux et il est situé au Mexique. Du magma s'est écoulé ici depuis les entrailles chaudes de la planète il y a 26 millions d'années. Il n'a cessé de remonter et de se refroidir encore et encore. Il y a eu tellement de magma que cela a formé une montagne. Avec celui-ci, de l'eau riche en minéraux est arrivée. Elle s'est infiltrée dans les tunnels rocheux et a formé une grotte sous la colline. Puis quelque chose d'étrange est apparu dans ces eaux chaudes. Quelque chose qui semblait venir d'une autre planète. Michael descend le long de la corde. Il éclaire l'obscurité sans fond avec sa lampe de poche. L'air devient chaud et lourd. Des particules d'eau microscopiques planent ici. Avec le guide, Michael descend à 300 mètres. C'est plus de la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. La température de l'air augmente. Ils ont l'impression de s'approcher du noyau de la Terre. Enfin, la descente se termine et ils se laissent tomber sur la terre ferme. Le guide met un masque à oxygène et dit à Michael de faire de même. Si tu ne peux pas respirer dans un air aussi humide et acide, tes poumons peuvent se remplir d'eau, ce qui aura des conséquences désastreuses. L'air ici donne à Michael l'impression de marcher dans un brouillard très épais. La température atteint 58 degrés, soit plus que dans les déserts les plus chauds du monde. Michael éclaire son chemin et remarque quelque chose de grand, blanc et brillant. C'est une énorme colonne de cristal qui sort du sol et qui s'élève vers le haut. La grotte entière est remplie de ces énormes choses. Elles s'étendent dans différentes directions et s'appuient contre le plafond et les murs. À certains endroits, elles bloquent le chemin et à d'autres, elles forment comme des ponts. Michael grimpe sur l'un des cristaux et marche dessus. Le guide explique que chaque colonne est faite de gypse. Tu connais sans doute cette substance car elle est utilisée pour produire des matériaux de construction bien particuliers, les plaques de plâtre. Michael touche la surface dure de l'une d'entre elles. Il semble qu'une ancienne civilisation aurait pu les construire. Mais le guide explique que tout ce qui se trouve dans cette grotte est d'origine naturelle. Cet endroit a été découvert pour la première fois par 2 mineurs en 2000. Depuis, les scientifiques ont réussi à découvrir que certains cristaux avaient 500 000 ans. On peut aussi y trouver l'un des plus grands cristaux naturels du monde. Cette colonne mesure environ 11 mètres de long et pèse 55 tonnes. Cet endroit a été rempli d'une eau riche en sulfate de calcium, un élément capable de former des minéraux. Une variété incolore de gypse prévaut ici. L'eau et l'air chaud ont aidé à former ces cristaux. L'humidité et la température n'ont pas changé depuis des siècles, de sorte que ces colonnes continuent de croître aujourd'hui. Cet endroit est fascinant. Michael veut rester ici plus longtemps pour explorer la grotte, mais malheureusement, c'est dangereux. Il risque de se perdre ou de glisser sur les roches de gypse. De plus, il commence à manquer d'oxygène, alors ils doivent remonter. Ils sortent de la grotte et se retrouvent nez à nez avec la police. Il s'avère qu'il est interdit aux touristes d'entrer dans la grotte. Même les scientifiques doivent obtenir une autorisation spéciale pour s'y rendre. Et ce pour une bonne raison, puisque la grotte est l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Michael et le guide s'acquittent d'une amende et quittent le Mexique. La prochaine étape est l'Italie. C'est une bonne chose que tu aies pris un appareil photo avec toi, dit le guide. C'est l'une des grottes les plus fascinantes du monde. Tu auras besoin du meilleur équipement pour capturer cette beauté. Michael et le guide sont sur un petit bateau. Ils naviguent le long de la côte de l'île de Capri. Heureusement, il n'y aura pas de danger cette fois-ci. Ils s'approchent d'une petite faille à l'intérieur de la montagne. C'est l'entrée de la grotte bleue. Le trou est si petit qu'un seul bateau peut y passer. Michael et le guide entrent dans une autre dimension. La grotte est remplie d'eau. Les murs brillent d'une lumière bleue provenant des profondeurs du lac. Michael prend des photos de la grotte et remarque que l'entrée par laquelle ils sont passés brille d'une lumière blanche éclatante. Ce sont les rayons du soleil qui illuminent la grotte lorsqu'ils y pénètrent.
Il y a un autre trou sous l'eau. Les rayons du soleil y pénètrent, emplissant le lac d'une lueur bleue, mais il est déjà temps de ressortir. La prochaine grotte se trouve en Nouvelle-Zélande. Ils arrivent sur l'île du Nord. Il s'y trouve un endroit très profond, avec des grottes sinueuses et complexes. Elles sont apparues ici il y a environ 30 millions d'années. Michael et le guide s'approchent de l'entrée de la grotte obscure. Michael allume une lampe de poche. « Débarrasse-t'en !» dit le guide. « Tu n'en auras pas besoin à l'intérieur. » Ils entrent. Michael est tellement surpris que sa mâchoire en tombe. Toute la grotte est remplie de lanternes lumineuses. Ce sont des créatures vivantes, des lucioles qui brillent d'une lumière bleutée. Michael a l'impression d'être sur une autre planète. L'entrée de la grotte est limitée pour ne pas nuire aux lucioles. Les scientifiques utilisent des équipements automatisés afin de surveiller la grotte. Ils contrôlent ainsi la température et le niveau de dioxyde de carbone nécessaires pour maintenir les conditions de vie des lucioles. Si trop de gens viennent ici, le niveau de dioxyde de carbone augmentera. La durée de la visite est également limitée. Alors on demande à Michael et au guide de quitter les lieux. Et maintenant, nous allons voir quelque chose de vraiment effrayant, dit le guide. Tu es prêt? Le prochain arrêt est en Californie. L'endroit s'appelle Moaning Caverns, qui signifie les grottes gémissantes. La grotte semble tout à fait ordinaire de l'extérieur, mais le guide a l'air un peu anxieux. Lui et Michael s'attachent la corde à la ceinture et entament leur longue descente. Le fond est à 50 mètres de profondeur, soit l'équivalent de la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Cela ne semble pas si grand comparé à la grotte de cristal. À mesure qu'ils descendent, il fait de plus en plus froid et sombre. À ce moment-là, tous les sons provenant d'en haut disparaissent. Ils s'enfoncent lentement dans un silence inquiétant. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Michael, effrayé. « Je crois que j'ai entendu la voix de quelqu'un en bas. » Le guide pose un doigt sur ses lèvres pour faire taire Michael. Un gémissement humain fort et prolongé provient des profondeurs obscures de la grotte. Dans les premières secondes, Michael se fige. Puis il remonte rapidement le long de la corde. Le guide se moque de lui. Ils entendent un autre gémissement. Michael sort rapidement de la grotte et tire sur la corde pour faire sortir le guide. Ce dernier dit que c'est l'une des grottes les plus effrayantes du monde. L'air et le vent circulent dans les profondeurs et créent un son semblable à un gémissement. Les touristes y descendent souvent pour jouer avec leurs nerfs. De plus, on a trouvé environ 100 squelettes humains au fond de la grotte et personne ne sait comment ils sont arrivés là. Michael ne veut pas retourner à l'intérieur. Il demande au guide de lui expliquer comment se forment les grottes. Il s'avère que tout commence lorsque le sol absorbe une pluie acide composée d'eau et de dioxyde de carbone. Le liquide pénètre dans le sol et entre en contact avec les surfaces de roches dures. Lorsque l'eau touche le calcaire ou la dolomite, elle les dissout et contribue à former un espace vide. Chaque année, il y a de plus en plus d'espace autour. La pluie continue de tomber et de s'accumuler dans cette zone ouverte. Ensuite, l'eau forme un ruisseau ou une rivière souterraine. Puis, l'érosion des roches dures commence. Des milliers d'années plus tard, il y a assez d'espace pour qu'un être humain puisse passer. Puis cet espace devient une grotte lorsque l'érosion se combine avec les stalactites et les stalagmites. Elles forment des chambres et des colonnes impressionnantes. Au fait, tu connais la différence entre les stalactites et les stalagmites? Les stalactites pendent du plafond tandis que les stalagmites sortent du sol. Il faut environ 1 million d'années pour développer de tels paysages souterrains. Ainsi, chaque fois que tu te promènes dans ces endroits, tu entres en contact avec le lointain passé de notre planète. Au cours de millions d'années, notre planète a beaucoup changé. Période glaciaire, déplacement des plaques tectoniques, inondations planétaires, météorites. Des espèces entières d'animaux sont apparues et ont disparu au fil des millénaires. À un moment donné, nous, les humains, sommes arrivés. Maintenant, imagine un endroit ayant été coupé du reste du monde pendant 5,5 millions d'années, peut-être beaucoup plus longtemps. Un endroit où aucun humain n'avait jamais mis les pieds. En 1986, nous avons découvert ce lieu. C'est la grotte de Movile. Tu te rends à l'aéroport et tu achètes un billet pour la Roumanie. Ensuite, tu loues une voiture et tu roules vers le sud-est. Tu cherches le județ de Constanta, tout près de la mer Noire. Quand ton téléphone te dit que tu es arrivé, tu arrêtes ta voiture et tu regardes autour de toi. Tu es au milieu d'un champ désert, rien d'autre qu'une vaste plaine sans vie. Puis tu l'aperçois, un trou dans le sol. En t'approchant, tu te rends compte qu'il s'agit d'un puits qui mène dans les profondeurs de la croûte terrestre.
Avant de descendre dans l'obscurité, tu prends une corde, un casque, une puissante lampe de poche et une bonbonne d'oxygène. N'oublie pas de porter ta combinaison protectrice et ton masque à oxygène. Tu descends lentement en regardant autour de toi. L'obscurité est totale au-dessous et tu es un peu nerveux. Et puis quelque chose cloche. Il fait noir, mais il ne fait pas froid. De l'air chaud remonte de l'abîme. Finalement, tu sens le sol sous tes pieds. Tu regardes alentour et tu remarques un grand nombre de tunnels devant toi. Ils mènent dans les profondeurs de la grotte et ils sont recouverts d'argile sèche. En avançant à quatre pattes, tu t'aperçois de quelque chose. L'air est de plus en plus chaud et humide. Tu ressors d'un tunnel étroit et tu te retrouves dans une immense grotte dont le sol est occupé par un lac. Maintenant, le plus difficile t'attend. Tu dois plonger. Dès que tu entres dans l'eau, tu sens une terrible odeur d'œuf pourri. Tu viens de pénétrer dans de l'eau sulfureuse et l'odeur du sulfure d'hydrogène est omniprésente. Ce n'est pas tout. La grotte est également remplie de dioxyde de carbone. L'air normal à la surface est composé d'environ 20% d'oxygène, mais ici, il n'y en a que 10%. Tu ne pourrais pas survivre sans ton précieux réservoir d'oxygène, et tous ces autres gaz te donnent un terrible mal de tête. Tu allumes ta lampe de poche à pleine puissance et tu plonges sous l'eau. Il te faut traverser toutes ces failles étroites. Il y en a beaucoup, c'est un véritable labyrinthe aquatique. Tu es un peu inquiet, mais ta bouteille d'oxygène est encore assez pleine. Tu te faufiles à travers les failles et tu trouves enfin une zone ouverte. Tu te figes. En haut, en bas, partout, tu entends des créatures ramper. Le faisceau de ta lampe de poche éclaire des milliers d'insectes rapides et glissants. Cette grotte contient 48 espèces différentes, dont 33 nous sont totalement inconnues. D'étranges escargots blancs rampent le long des parois et des crevettes transparentes ainsi que de petites sangsues nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec de très longues antennes et des araignées transparentes traînent sous tes pieds. Il y a même 2 espèces de scorpions, comme si tu n'avais pas déjà assez peur. Des scorpions d'eau et une autre espèce non encore identifiée. Ce n'est pas exactement un scorpion du désert typique. En fait, rien ici ne semble normal. Toutes les créatures que tu vois sont blanches ou transparentes. Elles n'ont pas d'yeux, juste de longues pattes et des antennes qui les aident à s'orienter dans les eaux obscures. C'est un véritable paradis pour réalisateurs de science-fiction, on ne pourrait pas inventer plus étrange. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins il y a d'oxygène. Et étonnamment, il y a de plus en plus de ces petits monstres qui courent partout. L'air n'est plus que méthane et dioxyde de carbone. Ces petites créatures étranges n'ont jamais vu le soleil, elles ne sont jamais sorties de cette grotte. Les araignées, les scorpions et les sangsues connaissent la faim, n'est-ce pas? Ils se nourrissent de petits animaux, d'escargots et de vers. Mais que mangent les plus petites créatures? C'est alors que tu remarques quelque chose de très étrange à la surface de l'eau. Il y a une substance blanche qui ressemble à de la mousse. Tu la touches avec précaution, c'est comme du papier toilette humide, ça se déchire au moindre contact. Mais ce n'est pas de la mousse ni du papier, ce sont des milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Ces bactéries fabriquent de la nourriture à partir du dioxyde de carbone, mais ce n'est pas dans l'air qu'elles le puisent comme les plantes et les arbres. Elles utilisent l'eau. On appelle ça la chimiosynthèse. Ces minuscules bactéries excrètent leur nourriture inutilisée, que de plus grosses bactéries viennent ensuite manger. Après ça, les petits escargots et les vers mangent les grosses bactéries. Tout un cycle alimentaire farfelu et unique au fond d'une grotte perdue en Roumanie. C'est la raison pour laquelle tu portes cette combinaison et ce masque de protection. Ce n'est pas seulement pour ton confort et ta sécurité. Sans la combinaison, tu pourrais accidentellement laisser derrière toi des bactéries humaines provenant de ta peau par exemple. Cela pourrait compromettre le délicat équilibre biologique de ce monde immergé. Cette grotte est trop petite et dangereuse pour y transporter du matériel de recherche coûteux. Alors tu prends quelques échantillons d'eau, de terre et d'air et tu en ressors le plus vite possible. La grotte n'a pas encore été entièrement explorée. Les autorités roumaines n'autorisent pas n'importe qui à y faire de la plongée. Nous verrons dans quelques années. Qui sait ce qu'on y trouvera d'autre? Tu es de retour dans ton laboratoire moderne et tu commences à comprendre pourquoi cette grotte est si importante. Les conditions à Movillé sont quasiment les mêmes que dans les premières années d'existence de la Terre. À l'époque, notre monde était protégé du soleil par une atmosphère très dense. Il est possible que les microbes qui se trouvent dans la grotte soient les mêmes que ceux qui étaient présents à l'époque où la vie a commencé. Ces bactéries pourraient s'avérer incroyablement utiles. Elles oxydent les gaz dangereux, le méthane et le dioxyde de carbone. En gros, elles les rendent inoffensifs. Merci les gars.
La grotte de Mauvillé n'est pas le seul endroit sur Terre où la vie trouve encore un moyen de subsister et de s'épanouir dans des conditions extrêmes. Visualise la Tour Eiffel à Paris. Maintenant, multiplie-la par 10 et mets toutes ces tours les unes sur les autres. Imagine-toi maintenant en train de faire un trou à cette profondeur. Tu as compris? La vie continue, même dans ces abîmes. Il n'y a presque pas d'oxygène, la pression est incroyablement élevée et il fait plus chaud que dans le désert le plus chaud. Bienvenue dans l'empire des nématodes. Les nématodes sont des vers et ils sont extrêmement résistants. Quand il n'y a pas d'air, pas de nourriture ou qu'il fait trop chaud, ils se transforment. C'est ce qu'on appelle le stade d'Auer. C'est un état de stase, d'hibernation profonde. Le métabolisme des vers ralentit. C'est comme s'ils s'endormaient pendant longtemps et ne se réveillaient que lorsqu'il y avait assez d'air ou de nourriture, ou lorsqu'il faisait assez frais. Et tu n'as pas besoin de creuser aussi profondément pour trouver ces créatures. On rencontre des nématodes partout dans le monde. Ils vivent dans les sources chaudes, dans les déserts, dans les montagnes, dans le froid de l'Antarctique, à l'intérieur des animaux et même à l'intérieur du corps humain. Inutile de te rendre sur Mars pour découvrir des paysages extraordinaires. Il existe des endroits sur Terre proprement fantastiques. La dépression de Danakil, en Éthiopie, est l'un des endroits les plus chauds, les plus secs et les plus inaccessibles au monde. C'est un grand désert qui ne reçoit presque pas de pluie, mais le liquide n'en est pas moins abondant. Ce site repose sur 2 volcans actifs et du magma liquide jaillit souvent de la croûte terrestre. On y trouve également des lacs colorés remplis d'eau acide. Le sel des lacs se mêle aux minéraux volcaniques pour créer d'étranges figures qu'on dirait sorties d'un décor de film de science-fiction. Des gaz toxiques et des vapeurs de chlore se dégagent des lacs, ce qui en fait l'un des endroits les plus dangereux du monde. Il te faudra un masque à gaz pour y survivre, mais la vie trouve toujours un chemin. Il y a des êtres vivants ici, même dans ces lacs si chauds que l'eau acide bout littéralement. Les microbes vivent heureux dans ces lacs et dans les roches environnantes. Est-ce que d'autres créatures pourraient survivre ici? Qui sait? Tu trouveras une autre créature très résistante dans le désert de Lut, en Iran. On vient y découvrir un nouveau type de crustacés très particulier. Ces animaux vivent dans les petits lacs qui se forment de temps en temps grâce aux pluies du désert. Cette espèce peut survivre pendant des décennies parmi les sédiments secs, dans l'attente d'un tout petit peu d'eau. Ce sont donc toutes de très petites formes de vie. Et les véritables monstres, demandes-tu? Des scientifiques viennent d'en découvrir au large de l'Antarctique. Des araignées de mer immenses, d'énormes étoiles de mer, des choses transparentes qui ressemblent à des crevettes. En un seul mois, les chercheurs ont découvert environ 30 000 créatures marines dont un grand nombre nous était inconnu. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Imagine une succession de labyrinthes sombres, profondément enfouis sous terre. Ils regorgent de périls cachés et de découvertes inattendues. Attrape ta lampe torche et laisse-nous t'emmener à la découverte des grottes les plus effrayantes jamais visitées par l'homme. La première destination sur notre liste est Cathedral Caverns, en Alabama. À l'origine, cet endroit s'appelait Batcave, mais il a été rebaptisé en raison de son aspect. Et suite à une plainte de Bruce Wayne. En l'approchant, on ne peut s'empêcher de remarquer son immense entrée de 38 mètres de large et de 8 mètres de haut. Mais cette arche grandiose n'est pour aucune entrée en matière. À l'intérieur de la grotte se trouvent certaines des plus belles formations que la nature ait jamais créées. L'une des plus célèbres d'entre elles est probablement Goliath. Une stalagmite géante de 14 mètres de hauteur pour une circonférence de 74 mètres. Parmi les autres sites étonnants à visiter, citons un homme des cavernes en équilibre au sommet d'une coulée minérale, une chute d'eau gelée et une véritable forêt de hautes stalagmites. Tu es probablement curieux de savoir comment un endroit aussi fascinant a pu se retrouver sur la liste des grottes les plus effrayantes au monde. Le truc, c'est que la taille exacte de cette grotte nous est encore inconnue, et seuls 3 km environ sont cartographiés et ouverts au public. Mais la grotte peut se montrer traîtresse de temps à autre, et c'est qu'elle fait. Par exemple, les producteurs du film de science-fiction de 1984, What Waits Below, ont tourné de nombreuses scènes dans Cathedral Caverns. Mais pendant le tournage, 17 acteurs et membres de l'équipe ont été intoxiqués au monoxyde de carbone et ont dû être immédiatement amenés à l'hôpital, évitant de justesse des conséquences tragiques. Mais poursuivons notre chemin jusqu'à Moaning Caverns, soit la caverne qui gémit, en Californie. Ce qui la rend particulièrement effrayante, c'est l'étrange son de respiration qui s'en dégage.
Il est produit par l'écoulement de l'eau au travers d'ouvertures en forme de bouteille à la base de la grotte. Si une personne ignorant la nature de ce souffle s'en approche, cette inquiétante respiration pourrait bien l'inciter à s'éloigner au plus vite. En revanche, ces gémissements ont pu susciter la curiosité de quelques aventuriers. Et généralement, cela ne s'est pas très bien terminé pour eux. Des chercheurs ont retrouvé les restes de plus d'une centaine d'hommes préhistoriques tombés dans le gouffre de la grotte il y a environ 13 000 ans. Aujourd'hui, il est possible de faire le tour de la grotte, mais pas plus profondément qu'à 50 mètres depuis l'entrée du gouffre. Si tu te sens particulièrement audacieux, tu peux descendre en rappel. Mais il te faudra quand même ressortir en empruntant un escalier de fer forgé à l'allure gothique. Attention à ne pas glisser, ça ferait une sacrée chute. La prochaine grotte que nous allons visiter porte le nom inquiétant de Hell Hole, et elle se trouve en Virginie occidentale. Elle est suffisamment connue pour avoir inspiré quelques films d'horreur. En dépit de son nom, l'endroit est plutôt frais, mais pas moins effrayant pour autant. La température moyenne à l'intérieur de la grotte est d'environ 8 degrés. Ce qui en fait un habitat idéal pour une grande variété de chauves-souris et d'autres créatures cavernicoles moins communes. À vrai dire, en hiver, la grotte abrite environ la moitié de la population mondiale des chauves-souris, dites oreillards de Townsend. Ces créatures sont en danger critique d'extinction et extrêmement vulnérables. Mais cela n'empêchera pas un frisson de te parcourir l'échine lorsque tu verras une nuée de 20 000 chauves-souris criant et battant des ailes. Bell Witch Cave est une formation relativement petite située dans le Tennessee. Et malgré son apparence anodine, elle sert de point de départ à une histoire tout aussi fantastique que proprement terrifiante. Selon la légende, au début du XIIe siècle, une famille de fermiers locaux a subi les méfaits d'un fantôme. Celui-ci faisait beaucoup de bruit la nuit, arrachait les draps des lits et s'en prenait même aux fermiers ainsi qu'aux membres de sa famille. En bout de compte, le fermier a fini par mourir et une fiole contenant un mystérieux liquide noir a été retrouvée à côté de lui. Certaines personnes ont alors cru que le fantôme était parvenu à l'empoisonner d'une manière ou d'une autre. Peu après, l'esprit s'est désintéressé de la famille du fermier. Les habitants de la région se sont alors persuadés que le fantôme était retourné dans une grotte tout près de la ferme. Ils croyaient également que cet être surnaturel avait juré de revenir quand le temps serait venu. Aujourd'hui encore, les habitants de la région font état d'événements étranges survenus autour de la grotte. Ils sont prêts à jurer que ceux-ci sont liés aux fantômes qui narguaient autrefois cette famille. On parie que, quel que soit ton degré de scepticisme, cette grotte te fichera la chair de poule. Et voici Wind Cave, la grotte du vent, dans le Dakota du Sud. À première vue, cette caverne n'a rien d'effrayant. Pas de nuée de chauves-souris en effervescence, pas de vestiges anciens ou de gaz toxiques. Mais la grotte abrite une caractéristique géologique très rare, qui tend à faire froid dans le dos. Nulle part ailleurs dans le monde tu ne trouveras un réseau aussi étendu de filonnettes de calcite en relief, ou boxwork. Comment Wind Cave a-t-elle pu créer les conditions parfaites à l'émergence de ces veines de calcite? C'est encore un mystère. Mais ce que l'on remarque, c'est que ces veines ressemblent un peu trop à une gigantesque toile d'araignée. Même s'il ne s'agit que d'une anomalie géologique, il est difficile de regarder ce réseau sans imaginer des milliers d'araignées des cavernes se faufilant le long de ces minces fils de minéraux durcis. Laisse-nous maintenant t'emmener dans un endroit qui semble hors du commun. Il n'y a rien de mystérieux ou de dangereux dans ce lieu, mais il est assez unique en son genre. La vie à l'intérieur de cette grotte s'est trouvée isolée du monde extérieur pendant environ 5,5 millions d'années. Et cela se voit. Rends-toi compte par toi-même. En raison de cet isolement prolongé, les conditions à l'intérieur de la grotte de Moville sont telles qu'elles n'existent nulle part ailleurs dans le monde. En dépit du manque de lumière à l'intérieur de la grotte et de la toxicité de l'air environnant, un écosystème unique y prospère. Cette grotte est située à quelques kilomètres à l'ouest de la mer Noire, en Roumanie, et a été découverte pour la première fois en 1968. Aujourd'hui, on ne peut la visiter qu'avec une autorisation spéciale. Mais même si tu t'en procurais une, les cavernes centrales sont naturellement protégées par des tunnels calcaires très étroits et des puits abrupts. Les personnes souffrant de claustrophobie ne devraient donc en aucun cas pénétrer dans cet endroit.
Au fond de la grotte, l'air contient 2 fois moins d'oxygène que l'air extérieur. Il recèle en revanche beaucoup de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène, ce qui signifie que c'est loin d'être l'air le plus frais que l'on puisse respirer. Il fait également nuit noire à l'intérieur de la grotte. Mais malgré, ou plutôt grâce à ce cocktail de conditions extrêmement difficiles, le site est une véritable mine d'or pour les biologistes. La vie semble y battre son plein. Dans une étude réalisée en 1996, les scientifiques ont identifié 48 espèces vivant dans la grotte. 33 d'entre elles étaient uniques à celle-ci. La plupart des créatures qui y résident sont minuscules. Elles disposent de longs membres et d'antennes qui les aident à se repérer dans les ténèbres. Elles sont complètement aveugles et dépourvues de pigmentation. Ce qui semble logique. Quel besoin y a-t-il de voir quand on vit dans l'obscurité totale? Et à quoi bon se parer de couleurs chatoyantes si personne ne peut nous voir? Maintenant, prépare-toi à explorer une autre grotte, tout aussi époustouflante mais d'un genre très différent. Il s'agit de la Cueva de los Cristales, ou Grotte des Cristaux, au Mexique. 16 cristaux massifs ont été découverts en l'an 2000 par une compagnie minière, après que toute l'eau ait été pompée hors de la grotte. 2 mineurs ont alors pénétré à pied dans la caverne asséchée et ont vu ces cristaux. Ces formations impressionnantes sont en fait d'énormes piliers de gypse cachés à 300 mètres sous terre. Les scientifiques estiment que ces cristaux pourraient avoir poussé pendant près d'1 demi-million d'années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont si longs et si larges qu'on peut carrément les traverser à pied. Malheureusement, il est impossible de visiter cette merveille de la nature pour le moment. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car la grotte des cristaux est un endroit dangereux, qui peut facilement se transformer en piège. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a été remplie d'eau souterraine qui, à l'origine, était poussée vers le haut dans l'ouverture par une chambre magmatique située dans les profondeurs de notre planète. Le magma présent sous la grotte maintenait l'eau chaude, mais la température de celle-ci a fini par descendre en dessous de 58 degrés. En conséquence, l'eau a commencé à se remplir de calcium et de sulfate, dont les particules ont fini par se recombiner pour former du gypse. C'est alors que des cristaux de couleur blanche ont envahi la grotte, et comme ils sont restés sous l'eau, ils ont pu continuer à croître. En 1991, quelque part dans les jungles luxuriantes du centre du Vietnam, un bûcheron local a trouvé un trou mystérieux parmi les feuilles et les buissons. Il y a jeté un œil et a senti un fort vent souffler sur son visage. Puis, il a entendu un son étrange en provenance des profondeurs de la grotte et a réalisé qu'il s'agissait du bruit d'une rivière. Le bûcheron n'a pas examiné la grotte, mais a décidé d'y retourner plus tard avec une lampe de poche et une corde. Mais à son retour, il n'a pas retrouvé la grotte. Il a passé plusieurs années à la chercher. Enfin, dans les années 2000, il a réussi à la localiser à nouveau. En 2009, il a amené des scientifiques à cet endroit. Ils ont découvert que la grotte, appelée Sandong, est la plus grande du monde. Il y a tellement d'espace ici que tu entendras un long écho si tu cries. Le passage principal de Sandong atteint 200 mètres de hauteur à certains endroits, soit plus de la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. La superficie de la grotte est si énorme qu'un pâté de maisons entier de la ville de New York avec des gratte-ciel de 40 étages pourrait y tenir. Sous la jungle vietnamienne, un labyrinthe souterrain profond cache 3 des plus grandes grottes du monde. Et Sandong est le numéro 1 sur cette liste. Le vaste espace intérieur est rempli de plantes variées, de microclimats uniques et de paysages différents. C'est une véritable jungle qui pousse sous terre. Cela a été rendu possible grâce à l'effondrement du plafond à certains endroits. Il laisse la lumière du soleil y pénétrer depuis le haut. Il y a d'énormes stalactites de 76 mètres de haut sur les plafonds et les murs, ce qui est plus que la longueur d'un Boeing. Elles sont là depuis des centaines de milliers et des millions d'années. Certains dépôts de calcaire ont plus de 450 millions d'années. Cela signifie qu'ils existent depuis l'époque bien antérieure aux dinosaures. En plus de la jungle, il y a aussi de nombreuses rivières dans la grotte. Elles se sont formées à cause de l'eau de pluie qui descendait des trous dans le plafond. Ces rivières sont lisses et rapides, comme des toboggans dans un parc aquatique. Mais les chevaucher n'est pas la meilleure idée, car elles peuvent t'entraîner dans l'un de ces longs labyrinthes dont la grotte est remplie. Et on ne sait toujours pas où ils vont. Tu peux te retrouver dans une autre partie inconnue de la grotte. C'est ce qui s'est passé en 2018.
3 plongeurs ont accidentellement découvert de nouvelles zones à Sundong. La grotte s'est avérée être beaucoup plus grande que tout le monde le pensait. Ils ont plongé dans l'un des lacs de la grotte et ont atteint une profondeur de 78 mètres. Au fond, ils ont trouvé un tunnel indépendant. Les plongeurs ont installé une ligne de pêche avec un plomb et ont découvert que cet endroit atteignait une profondeur de 120 mètres et que le tunnel faisait plus d'1 kilomètre de long. Encore aujourd'hui, la taille exacte du tunnel n'est pas connue. Sundong est également relié à une autre énorme grotte. Il y a beaucoup d'autres choses que tu peux voir à Sundong en plus des labyrinthes et des rivières souterraines. Tu peux trouver des grandes salles avec des lacs et tu peux marcher pendant des heures le long des couloirs sombres de la montagne. Cet endroit est d'une beauté saisissante, mais aussi dangereux. Mais oui, le plus chouette, c'est que tu peux t'y promener. Depuis 2013, la grotte de Sundong est ouverte aux touristes. Mais il ne s'agit pas d'une simple petite balade pour prendre des selfies. L'expédition dans la grotte dure plusieurs jours. Pendant le premier jour et demi, tu exploreras la 3e plus grande grotte du monde. Et seulement après cela, tu atteindras Sundong. Le chemin te fera traverser des rivières, des forêts denses, des montagnes et des rochers. Tu pourras rencontrer de nombreux oiseaux exotiques, des singes et d'autres animaux. Et selon de nombreuses personnes, le chemin vers la grotte est encore plus impressionnant que la grotte elle-même. Une fois arrivé à destination, tu passeras les quelques jours suivants à explorer Sundong. Avec d'autres touristes, des guides professionnels et des porteurs, tu dormiras chaque jour dans des tentes à différents endroits de la grotte. Tu verras des paysages époustouflants et, prépare-toi, des fossiles majestueux vieux de 400 millions d'années. Il y a aussi des salles obscures avec des lacs dans lesquels on peut se baigner. Ces expéditions aventureuses deviennent de plus en plus populaires chaque année. Les personnes qui ont visité la grotte disent que c'est l'endroit le plus étonnant qu'ils aient jamais vu. Une autre grotte incroyable se trouve en Indonésie, sur l'île de Flores. Elle est assez petite, mais renferme des choses surprenantes. En 2003, un groupe de scientifiques a découvert ici des artefacts anciens, notamment des fossiles d'outils primitifs, comme des pierres aiguisées. Les scientifiques ont réalisé qu'il y a des centaines de milliers d'années, cet endroit abritait nos lointains ancêtres. Puis, ils ont trouvé un squelette de femme très inhabituel. Cette femme mesurait seulement 1 mètre. C'est la hauteur du tour de poitrine d'une personne adulte moyenne. Cette femme n'avait pourtant aucun problème avec sa colonne vertébrale ou avec le développement de ses os. Ce squelette et d'autres trouvés dans la grotte appartenaient à des ancêtres humains inconnus. Les scientifiques ont appelé cette espèce Homo floresiensis, ou simplement Hobbit. Le poids de la femme était compris entre 16 et 35 kg. L'analyse du crâne et des os a montré qu'elle était âgée d'environ 30 ans. Les Hobbits ont vraisemblablement vécu sur Terre il y a entre 190 000 et 50 000 ans. Il est probable qu'ils aient rencontré les ancêtres des humains actuels. La grotte suivante se trouve en Turquie. Imagine que tu vis dans une vieille maison et que tu décides de faire quelques réparations. Tu vires toutes les vieilles affaires des pièces. Le dernier endroit à trier est ton sous-sol. Tu ne l'as pratiquement jamais visité et tu n'as aucune idée de ce qui se cache là. Mais comme il est assez spacieux, tu décides d'en faire une pièce. Tu détruis un mur et tu découvres l'entrée de la grotte. C'est un tunnel qui mène sous terre. Tu traverses la grotte et tu vois une véritable ville souterraine. Ceci est arrivé en Turquie en 1963. Un habitant a découvert un passage secret vers une cité perdue dans sa cave. Environ 20 000 personnes pouvaient y vivre. Il y avait assez d'espace pour du bétail et des réserves de nourriture. Ce n'est pas seulement un labyrinthe de tunnels. Il y a une chapelle, une école, des écuries, des cuisines, des murs et d'autres signes de civilisation. La ville a été construite à l'époque byzantine dans les années 780-1180. Elle n'est pas la seule et est reliée à de nombreux tunnels et villes souterraines qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Terminons notre voyage dans la grotte la plus étrange et la plus effrayante. Nous allons au sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu peux trouver un trou. C'est un tunnel qui mène profondément sous terre. L'air à l'intérieur de la grotte a des niveaux élevés de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de carbone. Dans des conditions normales, l'air que nous respirons contient environ 20% d'oxygène, mais il n'y en a que 10% ici. Tu ne pourras pas respirer librement sans une bouteille d'oxygène. L'eau et l'air ici sont empoisonnés. Presque aucun animal n'est capable de vivre dans ces conditions. Du moins ceux que nous connaissons. Et cette grotte est remplie de 48 espèces d'organismes vivants, dont 33 sont de nouvelles espèces inconnues.
Les choses rampantes qui vivent ici peuvent t'effrayer, surtout si tu as peur des insectes. D'étranges escargots blancs et des araignées blanches rampent le long des parois. Une espèce inconnue de sangsues et de crevettes transparentes nage dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches rampent sur le sol. Ici, tu peux aussi rencontrer une espèce inconnue de scorpion avec un corps blanc transparent qui ne ressemble à aucune autre espèce de scorpion. Rien ici ressemble à des animaux normaux. Toutes les créatures de la grotte sont blanches ou transparentes. Elles n'ont pas d'yeux, mais elles ont de longues pattes et des antennes, des moustaches qui les aident à se déplacer dans l'espace. Les plantes ne peuvent pas vivre ici sans lumière du soleil et sans air pur. Cela signifie que la production d'oxygène est nulle dans cet endroit. Alors, comment ces créatures ont-elles réussi à survivre? La réponse est dans l'eau. La surface du lac et des flaques d'eau ici est couverte d'une mousse qui bouge étrangement. Cette substance est un organisme vivant. Elle est constituée d'1 milliard de bactéries appelées autotrophes. Les plantes ordinaires absorbent le dioxyde de carbone et utilisent la photosynthèse pour produire de l'oxygène. Cette grotte est remplie de dioxyde de carbone. Les autotrophes l'absorbent et sécrètent de minuscules particules de nourriture. Les bactéries se nourrissent de ces particules. Les organismes plus grands se nourrissent ensuite de ces bactéries. Et ainsi de suite. Au final, il y a assez de nourriture pour tout le monde. Ce processus s'appelle la chimiosynthèse. C'est comme la photosynthèse, mais on utilise l'eau au lieu de la lumière du soleil dans les réactions chimiques. Dans cette grotte, l'évolution a créé un système biologique complètement unique, distinct du reste du monde. En novembre 1922, un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusiris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles. Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent peu que l'ancienne tombe est restée intacte, et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne, sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue. Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers, mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire? Elle est devenue célèbre pour son inconstance.
C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Ses ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne. Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle. Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe, se cachait une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux, et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale. Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII. Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée aux voiles pourpres et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise. Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison. Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait. Rien de tout cela n'est certain. Les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome, où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale.
À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction, et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées, et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Scieuses personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur.
Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un amas coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur peau d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux, où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. Il y a 54 000 ans, un intéressant groupe d'individus vivait dans des grottes. Un père, une fille et quelques autres membres de leur famille proche. Le plus intéressant, c'est qu'il s'agit de la première famille néandertalienne jamais découverte. Une équipe de scientifiques a étudié l'ADN ancien de leurs dents et de leurs os pour en savoir plus sur les premières sociétés humaines. Ces recherches ont révélé une chose surprenante. Ils ont probablement vécu dans ces grottes, tous ensemble, en même temps. 11 néandertaliens vivaient ensemble dans une caverne, la grotte Chagirskaya, et 2 autres dans une autre grotte située à proximité. Ils étaient donc 13, 8 adultes et 5 enfants. Outre leur ADN, les scientifiques ont également retrouvé leurs outils de pierre et des ossements d'animaux. Les néandertaliens sont les anciens cousins de l'homme, qui sont certainement les plus proches de nous. Leur crâne était long et aplati si on le compare à celui de l'Homo sapiens qui est davantage sphérique. Ils présentaient également cette crête sourcilière proéminente au-dessus des yeux. On les reconnaît facilement à leur visage, dont la partie centrale ressort vers l'avant, ainsi qu'à leur large nez.
Certains estiment qu'un tel nez était un moyen de s'adapter à la vie dans des environnements froids et secs. Lorsque l'intérieur du nez est plus grand, il humidifie et réchauffe mieux l'air que l'on respire. Contrairement à nous, ils n'avaient pas beaucoup de menton. De plus, des marques retrouvées sur leurs dents de devant nous indiquent que les Néandertaliens les utilisaient en complément de leurs mains lorsqu'ils préparaient leur nourriture et travaillaient les matériaux à leur disposition. Leur corps était robuste et musclé, avec des épaules et des hanches larges. Leur taille moyenne était de 1,50 m à 1,75 m pour un poids de 60 à 80 kg. Leur forme trapue, avec des os courts au niveau des bras et des jambes, minimisait la surface exposée de leur peau, ce qui les protégeait mieux du froid. Leur espérance de vie était d'environ 30 ans, même si certains d'entre eux vivaient davantage. Les Néandertaliens auraient habité les régions qui sont aujourd'hui l'Europe et l'Asie pendant plus de 350 000 ans. Ils n'ont disparu qu'il y a environ 40 000 ans. C'est à peu près à cette époque que l'on retrouve des traces de l'Homo sapiens en Europe. Leurs familles étaient des groupes très unis de 10 à 20 individus. C'est beaucoup moins que la population de n'importe quel peuplement humain, ancien ou moderne. C'est plutôt la taille des groupes au sein d'une espèce proche de l'extinction. Ces Néandertaliens vivaient dans leurs grottes, au sein de petites communautés, mais ils n'étaient pas isolés du reste de leurs congénères. Ils dépendaient les uns des autres pour survivre. Ils prenaient soin de leurs voisins, en particulier de ceux qui ne pouvaient pas s'en sortir d'eux-mêmes. De plus, leurs grottes n'étaient pas aussi primitives que nous pourrions l'imaginer. Par exemple, il y avait un trou près du foyer qui servait probablement à chauffer de l'eau. De plus, ils organisaient leur espace. Ils avaient des zones de repos, des parties de la grotte, où ils laissaient leurs déchets, et des parties dédiées, où ils fabriquaient des outils en pierre et préparaient leurs pitances. Ils évoluaient dans les vallées fluviales pour attraper des proies, telles que les bisons, les bouquetins, les chevaux sauvages et d'autres animaux. Ils étaient habiles à planifier leur stratégie. Certaines études ont montré qu'ils connaissaient le schéma de migration des rennes. Ils planifiaient donc leur chasse en fonction des prédictions des déplacements de leurs proies. L'un des plus gros animaux qu'ils traquaient était le mammouth laineux. Tu les connais, c'est un parent des éléphants modernes, couverts de fourrure et pouvant peser jusqu'à 5 tonnes, qui s'est éteint il y a bien longtemps. Des études ont montré que les mammouths laineux et les Néandertaliens partageaient certains traits génétiques. Ce n'est pas si surprenant quand on y pense. Les deux espèces se sont développées à partir d'ancêtres africains avant de parvenir à s'adapter au climat froid et rude de l'Eurasie pendant l'ère glaciaire. Elles ont donc été confrontées à des conditions similaires et se sont éteintes à peu près en même temps. Les Néandertaliens ont également eu recours à la pierre pour fabriquer des outils, semblables à ceux qu'utilisaient d'autres des premiers hommes, tels que des grattoirs et des lames fabriquées à partir d'éclats de pierre. Ces outils que les scientifiques ont trouvés dans les 2 grottes qu'ils ont étudiées ont été créés à partir des mêmes matières premières. Cela signifie que les communautés se côtoyaient et interagissaient probablement d'une manière ou d'une autre. Jusqu'au XXe siècle, beaucoup pensaient que les Néandertaliens étaient très différents des humains modernes, compte tenu de leur génétique, de leur apparence physique et de leur comportement. Mais des découvertes plus récentes sur cette population fossile eurasienne bien préservée ont montré que certains de ses membres étaient semblables aux gens d'aujourd'hui. Les Néandertaliens ont vécu avant et pendant la dernière période glaciaire, le Pléistocène, dans certains des endroits les plus rudes où l'homme ait jamais vécu. En plus de leurs outils et de la capture d'animaux, ils cueillaient des plantes dans les environs. Ils mangeaient aussi souvent des légumes cuits. Leur capacité à rester en vie pendant des dizaines de milliers d'années au cours de la dernière période glaciaire est un très bon exemple de la façon dont les humains peuvent s'adapter à presque toutes les situations. Les Néandertaliens ont également produit l'art rupestre le plus ancien que nous connaissions. Les chercheurs ont exploré 3 grottes espagnoles où ils vivaient, et toutes présentaient des peintures noires et rouges, faites de pointillés, d'animaux et de formes géométriques, ainsi que des empreintes de mains, faites au pochoir et des gravures. Ces peintures ont été réalisées il y a plus de 60 000 ans. Étant donné que l'Homo sapiens est arrivé en Europe 20 000 ans plus tard, on peut supposer que les Néandertaliens étaient la seule espèce humaine présente sur ce continent à l'époque, et que ce sont donc eux qui ont créé cet art rupestre. De plus, ces grottes étaient distantes de 700 km.
Ce n'est donc pas comme si seuls quelques Néandertaliens en étaient capables. Ces peintures étaient manifestement une tradition de longue date. Ils étaient également de grands amateurs de mode. Ils fabriquaient leurs propres bijoux, dont certains avec des serres d'aigle. Les exemples les plus anciens que nous ayons pu retrouver remontent à près de 130 000 ans. Ils utilisaient aussi très probablement des pigments pour se camoufler ou orner leur corps. Par ailleurs, l'Homo sapiens n'était pas la seule espèce à maîtriser le feu. Des chercheurs ont examiné plus de 140 restes de feu à travers l'Europe et se sont rendus compte que les Néandertaliens l'utilisaient eux aussi depuis longtemps. Ces traces comprenaient du charbon de bois, des os calcinés et des objets en pierre chauffée. Les Néandertaliens utilisaient le feu pour la cuisson de leurs aliments et la fabrication d'outils. Ils collèrent des manches en bois à des morceaux de pierre avec de la poix, qui agissait comme une colle naturelle. La combustion de l'écorce de bouleau étant le seul moyen de fabriquer ce liquide gluant, les Néandertaliens devaient donc savoir maîtriser le feu. La plupart des gens s'imaginent que les Néandertaliens grognaient probablement, mais en réalité ce n'est pas le cas. Leur voix n'était pas non plus tout à fait la même que la nôtre. Leur grosse poitrine, leur posture et la forme de leur gorge leur donnaient probablement une voix plus forte et plus aiguë que celle de l'homme moyen. Ils n'avaient probablement pas un vocabulaire aussi sophistiqué que le nôtre. Mais ils pouvaient utiliser un langage complexe, car ils disposaient eux aussi d'un os hyoïde. Il s'agit de cette petite chose que nous avons dans notre cou et qui soutient la base de notre langue. C'est cette même chose qui nous permet de vocaliser comme nous le faisons. Les Néandertaliens nous ressemblaient plus que nous ne le pensons. Certains pensent qu'ils auraient même construit des navires permettant de traverser la Méditerranée. Et ce n'est pas comme si les Néandertaliens avaient vécu quelque part. C'était éteint, puis que les humains modernes étaient apparus. Il semblerait que ces groupes se soient rencontrés il y a environ 100 000 ans dans la péninsule arabique ou au Moyen-Orient. C'est à cette époque que les premiers groupes d'humains modernes ont quitté l'Afrique. Des scientifiques ont analysé l'ADN de l'une de ces femmes de Néandertal qui vivaient il y a plus de 50 000 ans. Et ils présentaient également des gènes d'humains modernes. Certains traits physiques, comme la couleur de la peau et des cheveux, l'humeur et les habitudes de sommeil, sont liés à la quantité de lumière solaire dont nous bénéficions. Les Néandertaliens ont vécu en Europe et en Asie longtemps avant l'arrivée de l'homme moderne. Ils étaient donc habitués à un ensoleillement moindre par rapport à ceux venus d'Afrique. Ces Néandertaliens avaient des traits de caractère différents en raison de leur plus faible exposition à la lumière du soleil, et ces traits ont été transmis à leur progéniture lorsqu'ils se sont mêlés aux humains modernes. En d'autres termes, certain traits de caractère. De nombreux mythes entourent ce qui est sans doute la plus grande structure jamais érigée par l'homme, la Grande Muraille de Chine. Certains affirment qu'elle est si vaste qu'elle serait visible depuis l'espace. D'autres prétendent qu'on peut l'apercevoir d'aussi loin que la Lune. D'autres théories suggèrent que les bâtisseurs de la muraille seraient restés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, mais toutes ces histoires épatantes ne sont rien d'autre que des mythes. Mais même si ces légendes ont été démenties, la Grande Muraille de Chine demeure une structure impressionnante et à couper le souffle. Alors, laisse-nous te raconter sa véritable histoire. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus peuplés du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. C'est aussi l'une des nations les plus anciennes au monde. Elle présente 3500 ans d'histoire, écrite ininterrompue. Mais la civilisation existait bien avant cela. Selon une théorie, alors que le continent européen par exemple, a probablement été colonisé par des humains venus d'Afrique, la Chine n'aurait pas été peuplée par des nomades venus d'ailleurs. Certains estiment que la civilisation chinoise se serait formée à partir des populations locales de l'âge de pierre, qui vivaient sur ce territoire depuis la préhistoire. Parlons maintenant de la Grande Muraille de Chine. Elle était vraiment très grande, même selon les critères actuels, puisqu'elle s'étend sur plus de 2000 km. Pour mieux visualiser cela, c'est presque 5 fois la distance entre New York et Los Angeles. Voire même un peu plus que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. Même à l'époque moderne, on n'a jamais construit quelque chose d'aussi grand. Bien sûr, la Grande Muraille de Chine ne s'est pas faite en un jour, 2 peut-être, tu peux continuer à compter. À vrai dire, la construction de la muraille aura duré des siècles. Tu sais sûrement que les cités anciennes étaient entourées d'enceintes pour se protéger des envahisseurs. Et oui, les villes chinoises en avaient aussi.
C'est le premier empereur chinois qui a unifié le pays en 220 avant notre ère et a eu cette idée brillante mais par trop ambitieuse. Convertir tous les murs de ces villes en une seule grande muraille qui défendrait la frontière du pays contre les attaques venant du nord. Un général de confiance dirigeait la construction, enrôlant un immense groupe d'ouvriers, soldats, roturiers et condamnés en tout genre. À l'époque, la muraille fut construite en terre battue et en bois. À certains endroits stratégiques, les sections du mur se chevauchaient pour assurer une sécurité maximale. Ces murs mesuraient en moyenne 8 mètres de haut. Mais la Grande Muraille ne ressemblait pas encore à la construction que nous connaissons aujourd'hui. Chaque empereur successif reprenait le projet de la Grande Muraille, la renforçant et l'étendant, la réparant, mais modernisant également ses techniques de construction. Certains utilisaient des briques, d'autres des blocs de granit et de marbre. Les tours de guet et les plateformes n'existaient pas non plus à l'origine. Elles furent ajoutées par les empereurs Ming. Ces tours permettaient de communiquer avec les autres sections de la muraille par des messages de fumée. Celle-ci est donc assez hétéroclite en termes de matériaux, mais cela ne fait qu'ajouter au charme de la construction et montre le temps et les efforts qu'elle a nécessités. Si certaines parties de la muraille sont restées debout pendant des siècles et sont toujours en bon état, c'est en partie dû à la farine de riz gluant. Il s'avère que ce mortier fait de riz est comparable à du ciment. Il est aussi solide qu'imperméable, scellant les briques si étroitement que même les mauvaises herbes sont incapables d'y pousser. On peut également remarquer que certaines briques portent des inscriptions gravées. Elles y ont été laissées par les ouvriers qui ont construit la muraille. Ces inscriptions avaient pour but de garantir la qualité de l'ouvrage. Elles recèlent des informations telles que l'emplacement, la quantité et le nom des responsables du projet. Ainsi, en cas de défaut, lié à la qualité des matériaux ou de la construction elle-même, on savait qui était à blâmer. Récemment, un groupe de chercheurs a examiné des documents historiques officiels de la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle. Ils sont tombés sur des documents faisant état de portes cachées dans la Grande Muraille, et ils ont donc décidé de les retrouver. On a eu recours à un drone volant pour prendre en continu des photos de la muraille avec une résolution de l'ordre du centimètre. Les chercheurs ont ainsi photographié 90% de la muraille construite sous la dynastie Ming et ont découvert les vestiges de plus de 220 portes secrètes le long du mur d'enceinte. Certaines d'entre elles avaient une largeur et une hauteur spécifiques qui ne permettent qu'à une seule personne de les passer. D'autres étaient assez grandes pour permettre à 2 chevaux de les franchir en même temps. Pourquoi ces portes se trouvent-elles là ? L'objectif principal de la Grande Muraille était de protéger le pays de l'envahisseur. L'édification de portes permettant à l'ennemi de pénétrer en Chine remettrait donc en cause la raison d'être du mur. Ces portes étaient donc des passages secrets. Elles correspondaient parfaitement à la topographie environnante, et l'ouverture extérieure était camouflée par des briques, de sorte qu'il était presque impossible de la distinguer de l'ensemble du mur. Mais la muraille ne remplissait pas seulement une fonction défensive, et elle n'a jamais été complètement close. Elle pouvait être ouverte sur demande. Cette structure était aussi utilisée pour les échanges et le commerce. La communication entre l'intérieur et l'extérieur et, bien sûr, pour la protection et l'espionnage. Certaines portes étaient utilisées pour le commerce avec les pays frontaliers. Et par des portes plus petites, une personne se faufilait pour espionner l'ennemi qui vivait de l'autre côté. Ces portes secrètes étaient également utiles en cas d'attaque soudaine. Comme on s'en souviendra, certaines d'entre elles étaient camouflées au moyen de briques à l'extérieur. La sortie était tellement indiscernable que l'ennemi n'avait aucune idée de l'endroit exact où elle pouvait se trouver. Pour les soldats chinois, l'entrée à l'intérieur était creuse. Ils pouvaient ainsi traverser le mur et briser la porte de sortie camouflée, lançant ainsi leur attaque surprise. Même si l'objectif principal était d'empêcher les étrangers de pénétrer dans l'Empire, la muraille n'était pas très efficace à cet égard. On pouvait toujours l'escalader ou la contourner. Elle était donc surveillée en permanence, et les gardes envoyaient des signaux aux troupes s'ils voyaient l'ennemi s'approcher. En outre, ce mur donnait davantage de temps pour mobiliser et renforcer les armées chinoises, ou pour attirer les troupes ennemies dans une position stratégique difficile. La construction s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, le mur ayant perdu son importance stratégique et militaire en raison des progrès technologiques. Au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, seuls 8% de la Grande Muraille sont encore en bon état.
le reste étant endommagé. En outre, environ un tiers de la muraille a disparu sans laisser de traces, en raison de l'érosion naturelle et des dégâts causés par l'homme. On peut donc dire qu'il ne s'agit plus que d'un joli vestige. Comme on s'en souviendra, les premières parties du mur ont été construites en pisé et en bois. Ce ne sont pas les matériaux les plus durables à l'échelle de plusieurs millénaires. En outre, les méthodes agricoles modernes destructrices ont transformé de vastes zones en désert et ont contribué à son érosion. Par ailleurs, de nombreuses briques ont été retirées du mur au siècle dernier pour être utilisées dans la construction de fermes et de maisons. Aujourd'hui encore, la muraille est déconstruite pierre après pierre. Mais cette fois, par les touristes. Bon nombre d'entre eux en emportent une en guise de souvenir. Cela fait beaucoup de pierres, sachant que plus de 10 millions de touristes visitent la Grande Muraille chaque année. Depuis 1987, la muraille est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance exceptionnelle pour l'humanité. La muraille est l'un des 56 sites chinois inscrits au patrimoine mondial, ce qui la place au second rang des pays dont les sites sont protégés par l'UNESCO. Qui est le premier, te demandes-tu? La première place, avec 58 sites inscrits patrimoine, revient à l'Italie. Et sais-tu que la muraille n'est pas seulement une célèbre attraction touristique, mais aussi le lieu du marathon de la Grande Muraille? Ce marathon, créé en 1999, est l'un des plus difficiles au monde. Tu l'auras deviné, les participants courent le long de la muraille. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même à voir faner. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines, ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales, et que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme, et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari.
qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin, tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pagis de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux, ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivirent cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux, qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'1 siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact.
Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe. Mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Imagine que tu as 15 ans et que tu en as assez de jouer à des jeux vidéo. À la place, pour passer le temps, tu décides d'accorder un peu d'attention à tes vieux hobbies. Retrouver des cités mayas perdues. Tu as entendu dire que certaines civilisations anciennes auraient construit des villes entières en se basant sur les constellations. Alors, tu décides de vérifier si cela est vrai pour les Mayas. Tu trouves un livre contenant toutes les constellations que la civilisation maya croyait exister. Tu ouvres Google Maps et tu cartographies toutes les anciennes villes mayas découvertes à ce jour. Tu commences à voir que ces informations correspondent réellement. Les plus grandes villes mayas anciennes correspondent aux étoiles les plus grandes et les plus brillantes des constellations mayas. Ok, ça devient intéressant. Tu as réussi à cartographier plus de 100 villes anciennes quand tu remarques soudain quelque chose d'étrange. Il y a une zone dans la péninsule du Yucatan au Mexique où les archéologues ont mis à jour 2 cités mayas. Mais sur la carte des constellations, il y a 3 étoiles. Cela pourrait-il signifier qu'il y a une ville perdue depuis longtemps qui attend d'être découverte? Tu pourrais trouver ça très naïf. Mais l'histoire est vraie. Elle est arrivée à un adolescent canadien nommé William Gadouri. Ce garçon est connu comme un génie des sciences et a même remporté un prix pour la théorie des constellations que nous venons de présenter. Lorsqu'il a remarqué qu'il manquait une 3e ville dans la 23e constellation qu'il examinait, il a commencé à parcourir Internet, à la recherche de photos satellites qui pourraient l'aider à résoudre ce mystère. Il a examiné des images de la NASA, de la JAXA, une société de satellites basée au Japon, et de Google Earth. Ces images étaient encore insuffisantes pour répondre à ces questions. Alors, il a contacté un ami au sein de l'agence spatiale canadienne. Son ami lui a fourni des images satellites à la pointe de la technologie qui lui ont donné la réponse qu'il cherchait. D'après les images, il y a une grande zone carrée, juste à la frontière du Mexique et du Belize, qui ressemble au reste d'une cité. William a montré les images à un expert en télédétection, le docteur Armand Larocque, de l'Université du Nouveau-Brunswick. Ils ont étudié les images en profondeur et ont conclu que la zone pourrait abriter 30 bâtiments et même une grande pyramide. La communauté scientifique et archéologique a été exaltée par la trouvaille de cet adolescent de 15 ans. Cela pourrait-il être vrai? D'abord, un peu de remise en contexte. Les villes mayas perdues ont commencé à être redécouvertes au milieu du XXe siècle. Depuis, on a trouvé des ruines de villes comme Tikal, Palenque et Uxmal. Les Mayas étaient l'une des grandes civilisations précolombiennes vivant sur le continent américain. Ils ont commencé à s'installer dans la région dès 1500 avant Jésus-Christ. Les experts pensent qu'à son apogée, la civilisation maya comptait plus de 40 villes, avec une population de plusieurs millions de personnes. Ce qui était énorme à l'époque, et leur ville était plutôt intéressante. Leur civilisation s'étendait sur la péninsule du Yucatan au Mexique, au Guatemala et au Belize. Ils survivaient principalement grâce à l'agriculture, ayant développé un système d'irrigation complexe dans la plupart de leurs villes. Ils ont construit une série de bâtiments cérémoniels, de pyramides, des places et même des terrains pour les jeux de balles. Les Mayas étaient de fervents bâtisseurs de pyramides, mais ils ont aussi développé un système astronomique avancé. Avec la technologie ancienne dont ils disposaient, ils ont pu prédire l'emplacement exact de planètes comme Vénus et Mars. Et ils ont pu prévoir les dates exactes des éclipses. C'est pourquoi la méthodologie utilisée par William pour découvrir cette ville maya perdue depuis longtemps était inhabituelle, mais pas complètement aberrante. Les Mayas étant des astronomes compétents, il ne serait pas trop étrange qu'ils aient construit leur grande prouesse architecturale en fonction du ciel, n'est-ce pas? Et ils ne seraient pas les premiers à l'avoir fait. Une célèbre frange de l'égyptologie se consacre à étudier comment les pyramides de Gizeh ont été construites en parfait alignement avec la constellation d'Orion. Cela signifie que chaque pyramide a été construite à dessein pour s'aligner avec l'une des étoiles majeures de la ceinture d'Orion. William affirme qu'il a eu l'idée de regarder les constellations mayas parce qu'il ne comprenait pas pourquoi les Mayas avaient construit leurs villes là où ils les avaient construites. La plupart des grandes villes comme Chichén Itzá et Uxmal ne sont pas proches de rivières ou de plans d'eau importants.
Au lieu de cela, elles sont construites sur des terres pauvres et au sommet de montagnes, ce qui a déconcerté le jeune homme de 15 ans. Il a ensuite pensé que cela pouvait avoir un rapport avec l'astronomie. William a nommé la nouvelle ville qu'il a découverte Bouche de Feu, et il a même gagné un prix du mérite pour son travail acharné. Cependant, sa théorie a été très contestée au sein de la communauté archéologique, et de nombreux experts mayas ont travaillé à démentir les découvertes de William. Certains archéologues affirment que les théories des constellations sont trop peu scientifiques. Anthony Aveni, un anthropologue et astronome renommé, a qualifié la méthodologie de William d'acte d'imagination créative. Il a expliqué qu'il n'y a aucun moyen d'être sûr de ce qu'étaient réellement les constellations mayas, tout cela n'étant que purement hypothétique. Un autre spécialiste qui a démystifié les découvertes de William est le mayaniste David Stuart, qui a déclaré que l'objet identifié sur l'imagerie satellite n'est rien d'autre qu'un vieux champ de maïs. Son affirmation a été soutenue par une expédition qui a eu lieu près de la zone en 2021, lorsque les archéologues présents ont signalé qu'il n'y avait rien du tout dans cette zone. Malgré tout, un garçon de 15 ans a presque trouvé une ville maya perdue depuis longtemps, ce qui en soi est assez admirable. Des techniques similaires à celles utilisées par William sont d'ailleurs désormais utilisées pour déterrer des civilisations perdues dans le monde entier. Selon l'archéologue spatiale Sarah Parcak, l'imagerie satellite a joué un rôle clé dans la découverte de villes anciennes en Égypte et dans d'autres endroits. Sarah Parcak elle-même passe la plupart de ses journées à parcourir les images à la recherche du moindre signe d'endroit où il aurait pu y avoir des villes il y a longtemps. Ce qui se passe, explique-t-elle, c'est que chaque fois qu'on a quelque chose d'enterré, il va être recouvert soit par la végétation, la terre ou le sable, soit par une autre construction moderne par-dessus. Pour évaluer s'il y a quelque chose de caché sous de grandes voûtes de végétation, elle utilise notamment la technologie infrarouge. Une grande découverte récente au Brésil a été faite de manière similaire. L'imagerie satellite a détecté un réseau de tranchées datant de l'an 200 à 1200 de notre ère. Celle-ci suggère des établissements qui auraient pu faire vivre environ 60 000 personnes. Dans ce cas, l'imagerie satellite correspondait bien à ce qui se trouvait au sol. Les chercheurs de l'Université de Floride ont trouvé plusieurs monticules accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont également trouvé des vestiges de murs soigneusement conçus, centrés autour de places, tout comme le type de construction réalisé par les anciens Mayas. Les progrès de la technologie satellite ont également permis de jeter un nouvel éclairage sur d'anciennes cités mayas découvertes depuis longtemps, comme Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal aurait été la capitale de l'ancien empire maya. À son apogée, elle était comparable en importance à des villes comme Londres ou New York dans le monde d'aujourd'hui. Elle est composée d'une série de monuments complexes, dont beaucoup sont censés avoir été les lieux de repos des rois et des chefs. Tikal est déjà connue pour avoir été grande, mais des découvertes récentes montrent qu'elle pourrait avoir été 3 fois plus grande que ce que les scientifiques croyaient à l'origine. La principale découverte concerne une fortification à la périphérie de la ville, qui indique à quel point la ville originale s'étendait. Et de nouvelles découvertes ont encore lieu. En 2017, les chercheurs ont déterré de nouveaux indices concernant les causes potentielles du déclin de la civilisation maya. En utilisant les données d'un site à Ceibal, situé à environ 100 km au sud-ouest de Tikal, les scientifiques ont analysé les données de radiocarbone, de céramique et de fouilles archéologiques pour extraire de nouvelles informations sur la disparition soudaine de cette grande civilisation. Les informations montrent qu'au lieu d'un effondrement soudain, les Mayas ont probablement décliné par vagues d'instabilité sociale et de crise politique. On pense que ces événements ont affaibli les centres-villes des Mayas et ont commencé à provoquer la dispersion de la population. Alors, prêt à endosser ton costume d'aventurier pour aller découvrir des ruines anciennes ? Des trésors valant plusieurs milliers de dollars, en passant par les téléphones flambant neufs et jusqu'aux cités antiques, plongeons dans les eaux sombres et voyons ce que nous pouvons y dénicher. Imagine que tu te rendes en bord de fleuve pour y faire une promenade en bateau. Qui ne serait pas tenté de prendre quelques photos pour que les souvenirs de cette excursion restent à jamais gravés dans les mémoires? Oups, l'eau t'éclabousse. Heureusement, tu as pris tes précautions et placé ton appareil dans un sac étanche. Mais que se passerait-il si tu laissais tomber ton téléphone au fond de l'eau en même temps que son étui? C'est ce qui est arrivé à certaines personnes.
Un plongeur professionnel et un youtubeur se sont immergés dans une rivière très appréciée des touristes, lesquels y avaient perdu une quantité d'effets personnels d'une valeur cumulée de 22 000 $, y compris des iPhones 9 et des bijoux. L'image d'une voiture sortie de l'eau te sera peut-être familière, que ce soit au cinéma ou au journal télévisé. Il arrive également que de grands cargos coulent et que les camions qui s'y trouvent soient emportés. C'est ce qui s'est passé avec l'épave du Thistle Gorm, qui a sombré en 1941 en mer Rouge. Et ces camions Bedford se trouvèrent justement à l'intérieur. Tu veux voir quelque chose de plus précieux comme un véritable trésor ? Ce cargo britannique transportait une lourde cargaison de lingots d'argent, sauf que le navire a coulé. Les chercheurs de trésors savaient depuis longtemps qu'il se trouvait une fortune à son bord. Et on a recherché cette épave depuis les années 1940. L'équipe d'Odyssey Marine a eu de la chance. Ce sont eux qui en ont fait la découverte en 2011. Le trésor se trouvait à plus de 4000 mètres sous la surface et le navire transportait plus de 110 tonnes de lingots d'argent. C'est un sacré magot. L'équipe de l'Odyssée a pu conserver 80% du trésor et en a cédé 20% au trésor de la couronne britannique. Bien entendu, le navire contenait d'autres effets, comme des lettres, des théières et des draps de soie. On peut les admirer dans l'exposition Voice from the Deep au Postal Museum. Que dirais-tu d'un peu d'art sous-marin ? Eh bien, te voilà servi. Voici les statues Moai de Polynésie. Celles-ci ont été découvertes dans plusieurs régions du monde. Par exemple, l'île de Pâques regorge de statues de différentes tailles, mais on en trouve également à Cancun, Isla Mujeres et Punta Nizuc au Mexique. Admirer sous l'eau des statues au corps entier et datant de plusieurs millénaires serait probablement une expérience unique en son genre. Les pièces d'or sont également des objets populaires que l'on retrouve dans les épaves. De nombreux plongeurs tombent sur des pièces qui valent une coquette somme d'argent, mais un plongeur de Floride a véritablement touché le jackpot. En 2015, il est tombé sur un trésor d'une valeur de près d'1 million $. Il y en avait là pour 51 pièces d'or, 12 mètres de chaînes en or ouvragées, ainsi qu'une pièce de monnaie rare frappée pour le roi d'Espagne, Philippe V. Ils étaient autrefois terribles et redoutés, et ils ont toujours l'air effrayants en soi. On veut bien sûr parler des bateaux pirates. Une épave de bateau pirate datant du XVIIIe siècle a été déterrée au large des côtes colombiennes en 2015. Le trésor qui s'y trouvait valait de 4 à 17 milliards $. Il contenait des pierres précieuses, de l'or et de nombreux autres objets. La suivante est une ville sous-marine. Néapolis est une cité qui fut jadis emportée par un tsunami. Elle fut érigée le long de la côte nord africaine, il y a près de 1700 ans. Des plongeurs ont découvert les vestiges de cette ville sous-marine en 2017. Les chercheurs y ont également découvert des colonnes romaines ainsi que des objets du quotidien et toutes sortes d'outils. Remontons jusqu'en 1503. L'explorateur portugais Vasco de Gama affrontait une tempête lorsqu'il perdit son navire, l'Esmeralda. Celui-ci a été découvert en 1998, mais il aura fallu attendre plus d'une décennie pour qu'il soit fouillé. Les archéologues y ont retrouvé des outils de navigation. Ceux-ci n'ont peut-être pas la même valeur que l'or espagnol, mais ce sont des trésors historiques. À Amsterdam, on repêche des vélos dans les canaux. Un tiers des Amsteloddamois actifs se rendent au travail à vélo. Les autres utilisent leur bicyclette pour un tas d'autres raisons, comme faire de l'exercice ou même 16 courses. On compte donc plus de bécanes à Amsterdam que de résidents permanents. Malheureusement, de nombreux vélos et même quelques voitures finissent dans les canaux de la ville. Le fait qu'Amsterdam compte 165 canaux, pour une longueur cumulée de près de 100 km, ne facilite pas la tâche des autorités. Il est évident que les propriétaires ne jettent pas leurs propres vélos à l'eau. Ceux-ci peuvent se retrouver dans les canaux des suites de vents violents, d'actes de vandalisme, de vol ou par simple accident. Chaque année, les autorités repêchent entre 12 000 et 15 000 bicyclettes. La suivante est une autre ville perdue. Héraclion était la porte de l'Égypte ancienne vers la Méditerranée. Elle fut d'abord submergée, puis enfouie dans les sables. Cette cité était particulièrement renommée. Tu en as peut-être même entendu parler, car elle est mentionnée dans la légende d'Hélène de Sparte et de Paris, le prince de Troie. Comment cette cité antique a-t-elle été découverte ? Au début des années 2000, une équipe de plongeurs a trouvé un énorme fragment de roche sur le fond marin et l'a remonté sur la terre ferme. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un morceau de la statue du dieu Hapi, la personnification du Nil chez les anciens Égyptiens. L'équipe a poursuivi ses recherches et a retrouvé 6 autres morceaux.
Autour d'eux se trouvaient également des ruines de temples, des fragments de poterie, des bijoux, des pièces de monnaie, des lampes à huile, etc. L'Underwater Sculpture Park de Grenade est le premier parc de sculpture sous-marine au monde. Pourquoi ce parc est-il si spécial, outre le fait qu'il baigne dans les eaux somptueuses des Caraïbes? Il est possible de l'admirer en faisant de la plongée avec masque et tuba ou de la plongée sous-marine. Les sculptures se trouvent à une profondeur de 3 à 5 mètres sous l'eau. Ce sont l'atmosphère et l'expérience elle-même qui rendent le parc si spécial. Ces sculptures sont faites de béton et d'acier. Certaines d'entre elles pèsent jusqu'à 15 tonnes et elles sont recouvertes de créatures sous-marines. Les statues ont été placées là pour aider à protéger les récifs, à maintenir la santé de l'écosystème et à restaurer la vie sous-marine dans cette zone. Les sous-marins sont conçus pour aller sous l'eau, on ne s'attendrait donc pas à les voir figurer sur cette liste. Pourtant, les sous-marins coulent bel et bien. Les plongeurs ont ainsi découvert de nombreux submersibles. Par exemple, un sous-marin australien a été retrouvé au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, plus d'1 siècle après avoir coulé. Voici une autre ville submergée, mais celle-ci a été laissée sous l'eau volontairement. Les anciennes ruines de la cité du lion, ou Xicheng, se trouvent dans un lac en Chine. Ce dernier a été créé en 1959, lorsque la vallée au pied de la montagne des 5 Lions a été inondée pour y créer une centrale hydroélectrique. La ville vieille de 1400 ans, aujourd'hui en ruine, a ainsi été submergée et a demeuré ainsi pendant plus de 50 ans. Elle est restée intacte au fond du lac, jusqu'à ce que son exploration ne commence en 2001. Les plongeurs ont alors découvert que de nombreuses structures, sculptures, lions gardiens et autres arches étaient encore préservées. Les chercheurs ont cartographié et documenté Xicheng. Ils ont également cherché un moyen d'éviter que ces structures ne soient endommagées davantage. Et en 2011, la ville a été déclarée vestige historique protégé. Lorsque tu admireras les ruines de la Cité du Lion pour la première fois, tu en auras le souffle coupé. Imagine-toi nager dans ces eaux sombres. En approchant de la cité, tu apercevrais ces immenses murailles et ces multiples sculptures. Fabuleux, n'est-ce pas? Le musée sous-marin de Cancun est probablement le plus grand musée de ce type au monde. Il n'a pas été perdu en soi, mais il abrite désormais son propre écosystème aquatique. Qui ne voudrait pas combiner la plongée sous-marine avec la visite d'un jardin de classe mondiale comptant 500 sculptures? Éparpillées à 9 mètres sous la surface, ces sculptures sont fabriquées à partir d'un béton marin au pH neutre afin de pouvoir demeurer au fond de l'océan. De plus, ici, les sculptures évoluent au fil du temps, contrairement à ce qui se passe dans un musée traditionnel. En effet, elles s'intègrent à l'environnement sous-marin et abritent diverses espèces végétales et animales. Dans une installation, près de 450 figurines grandeur nature sont regroupées pour évoquer la coexistence harmonieuse de l'humanité. Il y a aussi l'Anthropocène, qui est une véritable coccinelle Volkswagen submergée, placée près du récif de Manchon. Ok, ça c'est une méduse géante, et on voulait que tu la vois. Cette créature est connue sous le nom de méduse à crinière de lion, et c'est la plus grande espèce de méduse connue. As-tu déjà découvert quelque chose d'intéressant dans l'eau ?